vendredi 15 août, après avoir pris notre petit déjeuner à la Bussola, nous allâmes par la suite déposer nos bagages à l'hôtel Horta. Quand nous eûmes pris possession de notre chambre, nous quittâmes le village afin de faire le tour du lac Majeur. Il était 10 heures, heure italienne, quand nous quittâmes Horta. Et à 12 heures, heure suisse, soit 3 heures plus tard, nous dînions dans un restaurant des Centovalli. Notre repas terminé, nous reprîmes la route et continuâmes notre ascension des 100 vallées. Arrivés au milieu du col, nous regagnâmes le lac Majeur par une vallée transversale en nous dirigeant vers Canobbio. Et en fin d'après-midi, nous étions de retour à Horta. Le samedi 16 août, je proposai aux filles de nous rendre au marché d'Intra. À cet endroit, elles achetèrent toutes les deux de ravissantes vestes de pluie. Vestes qu'elles purent mettre à l'épreuve le jour même, car la pluie, bien qu'elle ne fût pas invitée, était tout de même de la partie. En quittant Intra, nous gagnâmes l'église de la Madonna del Sasso. Même si le ciel était couvert et les couleurs absentes, ces demoiselles purent tout de même avoir une vue générale et grandiose sur tout le lac d'Horta, son village et son île. Et comme un restaurant se trouvait non loin de l'église, nous y prîmes notre repas du midi. Durant l'après-midi, nous allions monter jusqu'au sommet le plus élevé de la région, le Montarone, culminant à 1491 mètres d'altitude. Cet endroit touristique est surtout connu par les riverains des lacs d'Horta et du lac Majeur en tant que station de ski durant l'hiver. Pour ma part, j'avais découvert cet endroit sur une carte topographique achetée durant le mois d'avril à Horta. L'année suivante, j'avais l'intention de faire connaître ce col de montagne aux coureurs qui m'accompagneraient. Mais pour cela, je me devais préalablement de reconnaître le parcours et en profitais donc cet après-midi-là pour le faire avec mes visiteuses. Et heureusement que ce n'était qu'une reconnaissance, car à 5 km du sommet, la chaussée devenait impraticable pour les gens de vélo de course. Et je n'aurais pas non plus donné beaucoup de chances de survie à des boyaux, les pneus pour les cycles de course. Ce n'était plus une route asphaltée, mais qu'un simple sentier de montagne fait de pierre et de poussière. Mais comme j'étais tout de même mieux équipé que mon vélo de course, je décidai tout de même de poursuivre ma route. Et nous n'allions pas le regretter, car le sommet franchi, le panorama valait bien le déplacement. Nous avions à la fois une vue magnifique sur le lac d'Horta et en faisant un demi-tour sur nous-mêmes, une vue identique sur le lac Majeur. Je n'eus qu'un seul regret, celui de ne pouvoir y emmener les copains l'année suivante. Ce samedi soir, je devais m'en souvenir longtemps. Notre souper terminé, nous nous rendîmes sur la place du village, juste devant l'hôtel, où la fanfare municipale donnait une représentation. Après l'avoir écouté quelques instants, nous flânâmes à travers les ruelles et les boutiques, puis sortîmes du village pour nous asseoir sur un banc au bord de l'eau. Là, avec nostalgie, nous fredonnâmes des airs et des chansons. Nous vivions notre dernière soirée italienne, et le lendemain déjà, il nous faudrait reprendre la route pour la Suisse. Une chanson sous un ciel de vacances, c'est ainsi que notre histoire commence. Une guitare dans la nuit, le grand amour a suivi, c'était la première fois, rappelle-toi. Une romance d'amour.
sous le soleil d'Italie. Mille mandolines, mélodie divine, c'est la chanson de notre amour. Une chanson italienne, une romance d'amour, un refrain qui nous rappelle le souvenir des beaux jours. Dieu, que la vie était belle sous le soleil d'Italie. Mille mandolines, mélodie divine, c'est la chanson. Nous étions si bien ensemble. Chantal eut alors une idée. En s'adressant à nous, elle nous fit cette proposition. « Et si vous veniez l'an prochain tous les deux au Canada en vacances? Mes parents ont un chalet en forêt. On pourrait s'y rendre tous ensemble. Je m'arrangerais également avec Jacinthe et on irait y passer quelques jours. » Yvette et moi fûmes séduits par cette idée. Comme Yvette avait déjà l'intention de se rendre au Canada en compagnie d'une copine, on ferait donc le voyage à 3. Quitter la Suisse avec 2 filles et en retrouver 2 autres au Canada, voilà qui me paraissait impossible à refuser. Entouré dans le même chalet uniquement d'infirmières et d'aides-infirmières, j'aurais vraiment l'impression d'avoir le cœur aux soins intensifs. Ainsi donc, tout en parlant de ce projet, on ne peut plus réaliste, nous regagnâmes notre chambre d'hôtel. La proposition de Chantal nous avait excités et fait oublier notre départ du lendemain. Arrivé à notre chambre, j'allais mettre en pratique mes dons de ma sœur, découverts la veille. Le vendredi soir, déjà, rentré de notre tour du lac Majeur, Yvette s'était plainte de douleurs dans la nuque. Je lui avais alors fait comprendre qu'elle ne devait pas s'en étonner, car malgré mon objection d'ouvrir les fenêtres de la voiture, elle avait tout de même baissé sa vitre durant tout le parcours et ainsi pris un coup de froid sur la nuque. Pour la soulager, j'avais alors tenté, comme le fait mon oncle Eugène, de sentir du bout de mes doigts si elle s'était déplacé un muscle. Sans trop de difficulté, j'avais repéré sous son trapèze que l'un de ses muscles se déplaçait anormalement sous la pression de mon majeur. Je pus alors lui certifier qu'elle avait un muscle déplacé. Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. Durant un court instant, je tentais, en le suivant, de lui faire regagner sa place originale. Comme je n'y parvins pas, j'avais décidé de laisser tomber. Mais Yvette, malgré tout, avait apprécié le contact de mes doigts sur sa nuque et insista pour que je continue son massage. À chaque fois que je voulais cesser, elle en redemandait encore et encore. Ensuite, ce fut Chantal qui eut recours à mes soins. Non pas parce qu'elle avait un muscle déplacé, mais sans doute parce que les nombreuses heures de voiture que nous avions faites lui avaient fatigué le dos, simplement. Ce fut ainsi que le samedi et le dimanche soir, j'allais accorder à chacune d'elles une séance de massage d'1 heure. En contrepartie, je leur avais également demandé de pouvoir bénéficier d'un massage de leur part. Mais elles avaient moins la passion du métier que moi, et je dus me contenter d'une séance de 10 à 15 minutes, répartie entre les deux. Mais peu importe, le travail qu'elles me demandaient était tellement agréable à mes doigts que si elles me l'avaient demandé, je l'aurais fait pendant une nuit entière sans m'arrêter. Dimanche 17 août au matin, ce fut les préparatifs du départ. Les bagages terminés et notre pension réglée, nous allions nous acheter un dernier souvenir aux boutiques de la place du village. À midi, nous mangeâmes encore à l'hôtel. Après quoi, ce fut l'amical au revoir avec le personnel, le patron, la patronne et sa fidèle chienne, Mirka.
Mais avant de quitter Horta, nous montâmes jusqu'au Sacromonte, la colline dominant le village, d'où l'on avait une vue générale sur l'agglomération, sur l'île et même sur la Madonna del Sasso, de l'autre côté du lac. Pour garder un peu de pellicule dans ma caméra et dans nos appareils de photo, nous quittâmes ces lieux enchanteurs pour nous retrouver quelques heures plus tard sur le territoire helvétique. Un retour en Suisse sans une bonne fondue au fromage à Épinasset n'aurait pas été concevable. Chantal avait sans doute eu plusieurs fois l'occasion de savourer notre plat national, mais d'une qualité comme celle que l'on trouvait au restaurant de M. Champion, sûrement pas. Lors de cet ultime repas, elle nous fit une confidence. Ça, c'est sans doute, avec les paysages et les montagnes, ce que je regretterais le plus de la Suisse. Ne plus pouvoir manger des fondus typiquement suisses. À l'issue du repas, elle allait me demander de lui donner la recette de la vraie fondue suisse. Et j'allais, quelques jours plus tard, lui rendre ce service, après que maman m'en ait eu donné la recette. Arrivé à Lausanne, aux alentours de 21h, je déposai mes 2 voyageuses à leur domicile et m'apprêtais à reprendre la route pour regagner Yverdon-les-Bains. Mais pour ne pas terminer ces quelques jours abruptement, elles insistèrent pour que je monte chez elles afin de prendre une dernière tasse de thé. Je ne me fis pas prier, car la fondue, dont on s'était régalé, nous avait mis la soif. Et ensuite, comme chacun avait aimé ça, elles me demandèrent encore une dernière faveur. « Éric, tu nous fais pas un dernier petit massage de la nuque? Le dernier, allez. » L'air obligé, je me laissais faire en donnant toutefois l'impression que je leur faisais une grande faveur. La semaine suivante, j'allais apprendre à connaître un peu mieux les femmes. Le vendredi 23 août, Chantal avait définitivement terminé le travail à l'hôpital orthopédique. Mais avant de nous quitter pour regagner le Canada, elle avait émis l'espérance de voir les films que j'avais réalisés durant notre aventure italienne. Pour cette raison, ce 23 août, en début de soirée, j'arrivai à leur appartement. La chambre d'Yvette était plus grande que celle de Chantal. J'installai donc mon écran et mon projecteur chez la petite fribourgeoise. Si mes films étaient visuellement bien réussis et reflétaient fidèlement nos moments les plus heureux, ils furent cependant décevants sur le plan sonore, car ce fut hélas le silence complet. Je devais apprendre, quelque temps plus tard, par Mercedes Regamet, que le micro comportait une petite pile. Il était donc conseillé, après chaque utilisation, de la retirer du micro, afin qu'elle ne se décharge pas. La séance cinématographique terminée, Chantal nous montra des diapositives et ensuite des photos qu'elle avait faites avec son appareil. En fin de soirée, les 2 demoiselles, comme s'il manquait à ces souvenirs une touche manuelle, me réclamèrent à nouveau leur séance de massage. Et pourtant, rien sur les images que l'on venait de voir n'avait été susceptible de leur rappeler ma touche magique. Mais elle ne l'avait pas oublié pour autant. Pendant qu'Yvette rangeait sa chambre et descendait à la cuisine du bâtiment pour relaver les quelques verres que nous avions servis, je commençais tout d'abord par masser Chantal. Mais ce soir-là, estoy caliente. En bon français, j'étais un homme chaud. À chacun de mes massages, j'avais eu des idées thérapeutiques, disons, un peu déplacées. J'avais néanmoins toujours su dominer mon instinct et ne pas toucher aux fruits défendus. Mais ce soir-là, j'étais comme un détenu sortant de prison après 25 ans de privation. 25 années durant lesquelles il avait rêvé de relations intimes et en avait été privé. Et soudain, une ancienne amie lui demande de lui masser le dos. Eh bien, ce soir-là, j'allais craquer, comme l'aurait fait ce prisonnier que l'on avait privé de ce plaisir naturel nécessaire à l'homme et qui fut le premier à lui avoir été donné. Ainsi, tout en parlant,
j'entraînais Chantal dans un voyage aux dimensions infinies et indescriptibles. Tout d'abord, elle devait me laisser dans une hésitation temporaire, car comme la semaine précédente, elle semblait retenue par sa conscience, avec malgré tout un désir mal caché concernant la tendre aventure que je lui proposais. Avant de l'inciter à agir, je la laissais méditer, en me rendant dans la chambre à Yvette, où, là aussi, j'allais passer une heure de tentation. Car elle avait la peau douce, Yvette, très douce. Et les contours de son corps, au contact de mes mains, faisaient monter en moi des frissons du désir. Comme elle avait toujours la nuque démontée, je lui conseillais de prendre rendez-vous avec ma cousine Lisette à Renan, afin de remettre en place ce muscle qui la faisait souffrir de plus en plus. Lorsque j'eus terminé de masser Yvette, je pris congé d'elle et regagnai la chambre de Chantal. Quand j'allumai la lumière, la Québécoise aux longs cheveux s'était endormie. J'aurais peut-être dû prendre mes biens et partir pour ne pas la réveiller, mais je n'en fis rien, car cette nuit-là, j'avais le diable au corps. En ne laissant sur moi-même que le strict minimum, je me glissais sous les draps, cherchant la chaleur de son corps. Elle avait le sommeil léger, la remplaçante de l'infirmière-chef. Et sans attendre son consentement, je la prenais de force, en m'imposant tel un matador dans l'arène du plaisir. Mais fidèle à sa conscience, elle ignorait mes caresses. Comme j'insistais, elle crut bon d'exprimer sa pensée. Je pense à quelqu'un maintenant. Même si je connaissais déjà sa réponse, j'assumais et lui posais tout de même la question. « Ah bon? À qui? » « À Jacinthe. » C'était évident que j'y avais pensé moi aussi. Mais certainement pas en entrant dans son lit. Comme elle semblait retenue uniquement par ce cas de conscience, je lui avouai une chose que personne alors ne savait. « Tu dois savoir une chose, Chantal. Tout le monde a l'air de croire qu'on est déjà fiancés, que je vais la rejoindre au Canada l'an prochain et que l'on va se marier. Peut-être que ce sera comme ça. Je le souhaiterais le plus au monde, mais Jacinthe ne m'a jamais dit qu'elle m'aimait. J'aurais peut-être dû lui le dire le premier, c'est vrai. Mais en plus, quand elle m'envoie des cassettes, elle me parle de ses amours, des gars qu'elle rencontre, et me demande de mon côté si j'ai trouvé quelqu'un pour la remplacer. Si elle m'aime, t'avoueras quand même qu'il y a de quoi se poser des questions. Après ces confidences sur l'oreiller, Chantal réalisa que la nuit sur l'étang que j'avais passée avec Jacinthe ne représentait pas vraiment une promesse d'amour et de fidélité. De ce fait, plus rien ne nous retenait de nous donner l'un à l'autre en totalité. Pour la première fois, j'avais osé prendre une initiative, même si au premier abord elle semblait vouée à l'échec, puisque ma partenaire se refusait à moi. De toute évidence, les femmes dans le domaine des amours ne sont pas celles qui font les premiers pas. Pour parvenir à entrer en contact avec elles, il faut savoir les charmer, les rendre heureuses, être persévérant et pour terminer, savoir oser le temps opportun. Mais quand celle à qui l'on tient vit sur un autre continent et que l'on ignore tout ou presque de sa vie de tous les jours, on est très mal placé pour oser agir.